Tout de suite, le JT. Très ravi de vous retrouver pour le grand rendez-vous de la chaîne citoyenne. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, internautes de la chaîne citoyenne, auditeurs de la radio Electron FM, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Parlons politique à l'entame de cette édition. Le gouvernement organise un séminaire national sur la décentralisation. Ce séminaire rassemble tout le quota administratif du pays. C'est l'occasion d'amener tous ces administrateurs locaux à mieux s'approprier de la décentralisation puisqu'ils n'ont pas bien appréhendé depuis son adoption lors de la conférence nationale souveraine de 1993. Voici à ce sujet le regard en profondeur de Narcisse Mbaye-Nadji. La décentralisation, cette forme de l'État était l'émanation de la Conférence nationale souveraine, CNS de 1993. Cela a fait l'objet d'âpres débats entre les partisans de l'État fédéral. Finalement, ceux qui optent pour l'État fortement décentralisé, qui ont obtenu gain de cause, les douloureux événements qu'a connu le pays avec son cortège de régimes issus des rébellions qui se sont succédés à la tête du pays, ont érigé les injustices, les exclusions et les frustrations en mode de gouvernance. Les équilibres régionaux n'ont pas été respectés. C'est ainsi que les sensibilités politiques de tous bords qui s'étaient retrouvés au chevet du Tchad à l'occasion de cette grand-messe ont mis sur le tapis la question de la forme de l'État. Cela a suscité des débats houleux entre les participants qui estimaient en son temps que pour mettre fin à la prédation et à la gestion tribaliste et clanique des tenants du pouvoir, il faut opter pour l'État fédéral afin de permettre le développement local et couper l'herbe sous les pieds de ces régimes d'injustice. Certains conférenciers avaient vociféré et voyaient d'un mauvais œil le problème du fédéralisme. Pour eux, cette solution n'est pas bonne pour le Tchad qui venait de très loin. On évolue probablement vers la sécession du pays. De discussion en discussion, de palabre en palabre, de conciliabule en conciliabule, un consensus a été trouvé. Le Tchad passe de la forme centralisée à la forme d'État unitaire fortement décentralisé. Il était question de traduire dans les faits les vœux exprimés par les participants à la conférence nationale souveraine par le premier gouvernement de la transition, dirigé par Fidel Mungar, leader du parti Action tchadienne pour le socialisme au Tchad, Actus. 7 mois après le gouvernement du Premier ministre issu de la CNS a été renversé par une motion de censure initiée par le Conseil supérieur de transition, l'organe provisoire. Ensuite, les conseillers de transition vont élire un autre Premier ministre. Il s'agit de Kassire Koumakoye, leader de Viva RNDP. Son gouvernement a eu juste le temps d'asseoir les équipes. Pour la mise en œuvre de ces concepts, il a été censuré une fois de plus par le fameux CST. C'est toujours le même mode opératoire pour désigner un autre chef du gouvernement. Il s'agit de M. Djimasta Koibla Daniel. Celui-ci a conduit le pays aux premières élections pluralistes dont le verdict a été la victoire du président sortant Idriss Déby Itno. Il a fallu attendre 1997 pour organiser les élections législatives, mais les locales ont été mises en veilleuse. C'est après la fin de la première législature que le pays a organisé les présidentielles suivies des législatives et des locales. On s'approche lentement mais sûrement de la décentralisation. Mais les conseillers municipaux élus n'ont pas compris leur mission. Ils ont mis les bâtons dans les roues de leurs collègues, les empêchant ainsi de faire leur travail, puisque dans le cadre de la décentralisation, c'est le transfert de compétences. L'État central doit partager quelques parcelles de son pouvoir aux élus locaux pour le développement local. Que constate-t-on? Il y a une confusion totale dans les rôles, puisque les élus locaux n'arrivent pas à s'approprier ces concepts, d'où la nécessité de mieux les faire appréhender au cours de ces séminaires. Sur la décentralisation remise au goût du jour, à l'ère de la 5e République, nous osons espérer que les élus locaux changeront de logiciel de gestion pour montrer qu'ils maîtrisent la décentralisation. L'Alzheimer Narcisse, dans le même chapitre, au Tchad, la décentralisation inscrite dans la Constitution peine à se concrétiser faute de compréhension claire, aussi bien au sein des populations que chez certaines autorités locales. Pourtant, ce système représente un pilier essentiel de la gouvernance de proximité afin de donner plus de pouvoir aux collectivités locales. Ramdalem Singar Ngarmadine, dites-nous pourquoi cette méconnaissance du fonctionnement de cette partie de l'administration tchadienne.
Inscrite dans les textes depuis 1996, renforcée par la loi de 2002, la décentralisation devrait être un tournant historique dans la gouvernance tchadienne. Mais, près de 2 décennies plus tard, cette réforme peine à prendre corps dans les mentalités comme dans les pratiques. Pourquoi cette lenteur administrative? Pourquoi tant de citoyens et d'autorités locales semblent ignorer ou méconnaissent carrément ses fondements? Or, ces mots résonnent plus souvent dans les discours officiels, mais très rarement compris. Pourtant, cette réforme censée rapprocher l'administration des citoyens et donner plus de pouvoir aux collectivités locales est émergée dans la Constitution depuis plus de 20 ans. Mais, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les citoyens, dans leur grande majorité, ignorent ce qui est réellement la décentralisation. Ce qui est plus inquiétant, même parmi les autorités locales, beaucoup ne maîtrisent ni ses principes ni ses objectifs. Chose qui nous vaut aux résultats désastreux tels que la mauvaise gestion des ressources, méconnaissance des textes et faible implication citoyenne. Les services de base stagnent et la centralisation continue de régner. À ce niveau, on parlera d'un manque de volonté politique ou simplement une réforme mal accompagnée. La décentralisation dans ses fonctions a prévu des communes, des conseils municipaux, des transferts de compétences dans les domaines aussi cruciaux comme l'éducation, la santé ou l'accès à l'eau, impliquer la jeunesse dans la gouvernance. Mais elle se heurte à de nombreux blocages. Les plus visibles sont entre autres le manque de formation des élus, faiblesse des budgets, la lenteur administrative et surtout la présence d'une culture politique encore très centralisée pour ne citer que celle-là. Au-delà de tous ces handicaps qui freinent le développement d'une bonne gouvernance, une chose est sûre. Sans une perception du concept de décentralisation et ses réelles fonctionnalités, ceci risque de rester un projet utopique, loin des réalités de la population tchadienne. Et pourtant, si elle est bien comprise et bien appliquée, elle peut devenir un véritable moteur de développement local. Ce processus de décentralisation au Tchad a besoin d'un souffle nouveau, celui de la formation, de la sensibilisation et surtout d'un réel engagement politique à tous les niveaux. Car sans compréhension, il n'y aura pas de transformation. Alors, la refondation, tâche donnée par les autorités, ne sera que de 20 mots. Toujours en politique, le Tchad, à l'instar d'autres pays, les vacances parlementaires sont une période de pause dans les travaux parlementaires, c'est-à-dire une suspension temporaire des sessions de l'Assemblée nationale et du Sénat depuis l'instauration du bicamérisme. Cette période d'inactivité est peu connue par la population et les concernés eux-mêmes. Alphonsine Mazilom, qu'est-ce qu'on peut retenir des vacances parlementaires? Selon le calendrier fixé par le règlement intérieur du Parlement tchadien, il est prévu 2 sessions ordinaires dans l'année. Ces sessions se déroulent du mois de mars à juin et d'octobre à décembre. Entre ces sessions, il y a une période dite de vacances parlementaires. Elle peut durer quelques semaines à plusieurs mois. Pendant cette période, aucune session plénière, ni proposition du moins, vote de loi, ni débat parlementaire officiel ne se tiennent. Diokombe François, le 6e vice-président à l'Assemblée nationale, explique. Donc les vacances parlementaires sont des périodes entre griffes de repos pour les députés où vous n'avez pas de plénière, vous n'avez pas de, on appelle ça l'intercession, donc vous n'avez pas d'activité au niveau de l'hémicycle, au niveau du Parlement. Mais cela n'empêche que véritablement, le député, comme vous le savez, il est beaucoup plus sollicité dans la société au niveau de sa base, le député comme le sénateur, sollicité au niveau de sa base, donc ce n'est pas forcément une période de repos. Donc les vacances parlementaires sont encadrées donc par la Constitution, mais aussi il y a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et puis du Sénat également qui appuie. Donc nous avons au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat 2 vacances par an. Mais il est difficile de cerner la compréhension de ces termes les plus élémentaires au sein des politiques publiques tchadiennes. Tout porte à croire que ces institutions ne communiquent peu ou pas sur leurs activités parlementaires. Ce déficit de communication pénalise les actions des législateurs, gouvernementales et présidentielles. À la question de savoir quelles sont les activités prévues pendant cette période, le 6e vice-président Diokombe François justifie. Cette période-là, le député gère sa vacance ou ses vacances comme il le peut, le député ou le sénateur. Chacun est libre d'aller en général, il est conseillé d'aller au village, d'aller vers la base, etc. Mais le député n'est pas
n'a pas un mandat impératif, c'est-à-dire que votre village ou bien votre province ne va pas vous condamner pour dire pourquoi vous ne venez pas forcément vers nous parce que c'est les vacances. Dans une démarche de redynamisation et des réformes institutionnelles entamées par les autorités du pays, il est crucial de comprendre le fonctionnement des administrations publiques, ce qui permet d'instaurer un système de gouvernance rigoureuse, de contrôle des actions et de situer les responsabilités à différents niveaux. Les parlementaires eux-mêmes doivent entreprendre les initiatives en vue de rendre publiques leurs activités. Ceci dans le but de permettre au public de mieux comprendre ce qu'ils font à l'hémicycle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Passation de charge entre la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur sortante, Dr Gabéré, et l'entrante Moudalbaye Noubandissom Apolline s'est déroulée ce matin. C'était au ministère de l'enseignement supérieur. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourman. Baïnazi Nicolas au rapport. La cérémonie de passation de charge est un moment solennel et symbolique marquant le passage de relais entre deux responsables. Elle traduit le respect des institutions, la continuité du service public et l'esprit de responsabilité qui accompagne toute fonction de commandement ou de gestion, souligne le secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourman. Lors de cette cérémonie, la ministre secrétaire d'État sortante, Dr Nkaberi Colette, a su faire preuve de dignité et d'élégance en présentant un bilan clair de 5 mois et concis de son action, soulignant les progrès accomplis et les défis relevés. Son discours a témoigné de son engagement et de son dévouement à la mission qui lui avait été confiée. Elle félicite son successeur et lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de sa fonction. Ce temps, ainsi peu soit-il, nous a permis de mettre en œuvre quelques activités phares qui cadrent parfaitement avec la vision politique du chef de l'État. En termes de bilan, nous avons notamment procédé à l'évaluation des centres de formation technique et professionnelle, des chefs-lieux, des 17 chefs-lieux des provinces, qui nous ont permis d'avoir la situation globale en termes organisationnels, d'infrastructures et des bâtiments, d'équipements, de logistique, de renforcement des capacités des formateurs et des besoins globaux pour leur réhabilitation. La nouvelle ministre secrétaire d'État entrant, prenant la parole, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en sa modeste personne. Elle promet de poursuivre les réformes entamées et exprime sa volonté en y apportant sa propre vision. Sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de passation de charte. Je tiens à saluer fraternellement Madame le ministre sortant, Dr Nkaberi Colette, pour le travail accompli avec rigueur et engagement durant son passage à ce poste. Votre dévouement et votre sens de service public sont à saluer. Un département aussi important en termes de levier du développement à travers la formation des capitales humains compétents, seuls gages devant permettre de relever les défis qui s'opposent à l'essor économique de notre pays. Je voudrais enfin exprimer ma profonde reconnaissance au chef de l'État, président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour la confiance placée à ma modeste personne à travers cette nomination. Le moment fort de la cérémonie a été la remise symbolique des dossiers de gestion et des documents de suivi des projets en cours. Ce geste marque officiellement le transfert des responsabilités. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourman, renvoie la nouvelle secrétaire d'État nommée par décret numéro 1467 du 16 juillet 2025 à sa fonction. De la politique à l'éducation, parlons société. Dans un monde où l'image prévaut sur le discours, l'apparence s'impose comme un langage discret mais puissant. Code vestimentaire, signe culturel ou symbole religieux, tout ce qui se voit parle. Et si le premier passeport d'un individu était ce qu'il porte? Josephine Nabi répond à cette interrogation.
De la sphère politique à l'activisme, les figures publiques maîtrisent leur image comme un langage. Costume bien taillé, lunettes rondes, foulard identitaire, chaque détail est porteur de sens. Dans une époque dominée par l'image et l'immédiateté, l'apparence n'est plus un détail secondaire. Elle s'impose comme un outil de communication, une carte d'identité sociale, voire une forme d'engagement. Ce n'est pas l'habit qui fait l'individu, mais c'est souvent par l'habit qu'il est reconnu, jugé, respecté ou rejeté. Dans nos sociétés religieuses, l'apparence vestimentaire occupe une place complexe. À la croisée du sacré et du symbolique, elle peut être un miroir fidèle, reflet extérieur de valeurs profondément enracinées. Le vêtement religieux, qu'il s'agisse d'un habit monastique, d'un voile, d'une tunique ou de tout signe distinctif, incarne souvent une posture intérieure, un choix spirituel, voire un engagement existentiel. Par lui, on se reconnaît et on se regroupe. C'est une forme de langage silencieux mais puissant qui aide à identifier, à comprendre les appartenances et à créer du lien communautaire et souvent rituel. Mais dans cette même société religieuse, de par nos constats, l'apparence peut être un masque habile, utilisé consciemment ou non pour cacher, travestir ou renforcer une image qui ne correspond toujours pas à la réalité profonde. Dans ces cas, le vêtement sacré devient une façade parfois respectée ou parfois manipulée. Ce qui importe donc, ce n'est pas la matière du tissu, la coupe ou la couleur, mais bien la vérité qu'il contient. Retenons que l'apparence agit comme un passeport silencieux car elle ouvre des portes, mais ne dévoile jamais tout le voyage intérieur. Comme quoi, l'apparence est trompeuse, a-t-on coutume de dire. Merci Josephine Nabi. La capitale tchadienne accueille depuis 2 jours le tout premier séminaire national sur la décentralisation à l'heure de la 5e République. Cependant, une autre réalité vient perturber les travaux. C'est celle des inondations. Entre débats institutionnels et cités englouties, le contraste est saisissant. Une situation qui soulève bien des interrogations sur la pertinence des choix politiques face aux urgences locales. Voici à ce sujet le commentaire d'Alphonsine Madiloum. N'Djamena, épicentre politique et administratif du pays, se retrouve une nouvelle fois piégé par les eaux de pluie, tandis que les autorités réunissent élus, experts et partenaires pour jeter les bases d'une gouvernance décentralisée. Les quartiers périphériques, eux, sont sous les effets dévastateurs des pluies diluviennes. Cette coïncidence fait grincer des dents dans l'opinion publique. La première consultation nationale des collectivités autonomes se voulait une étape déterminante dans le chantier de refondation de l'État. Mais cette ambition, bien que louable, se heurte à la dure réalité d'un système incapable jusqu'ici de prévenir ou de gérer efficacement les catastrophes naturelles. Car décentraliser, c'est aussi anticiper, aménager, assainir et sécuriser. C'est doter des collectivités de moyens et de compétences pour répondre à ce genre de crise. Au lieu de réponses concrètes, la population constate une forme de paradoxe. Pendant que les inondations isolent les quartiers entiers, que les routes deviennent impraticables et les habitations s'effondrent, les discours officiels s'enchaînent dans le confort des salles climatisées. Cela donne à penser que les priorités sont mal orientées, voire déconnectées des réalités du terrain. Certains s'interrogent dès lors sur la pertinence d'allouer des ressources considérables à l'organisation d'un tel séminaire, quand les besoins élémentaires, voirie, canalisation, système de drainage urbain demeurent insatisfaits. À quoi bon parler de réforme si celle-ci ne se traduit pas par une amélioration tangible des conditions de vie des populations? Le thème du séminaire, décentralisation à l'ère de la 5e République, prend ici des allures de mise à l'épreuve. Peut-on encore parler de décentralisation si les autorités locales ne disposent ni de l'autonomie d'action, ni des moyens pour faire face à l'urgence? Ce décalage entre le discours et la réalité devront interpeller les participants. Plus qu'un simple cadre de concertation, cette assise devrait être une tribune pour repenser la gouvernance locale à l'aube des crises vécues. Face à l'ampleur des dégâts causés par des intempéries, les attentes sont claires. Il ne suffit plus de promettre une nouvelle ère administrative. Il faut traduire cette promesse en actions concrètes, visibles et durables. C'est à cette condition seulement que les populations croiront aux vertus de la décentralisation voulue par les autorités.
Pendant que nous parlons de la réforme du pays, sinon des inondations, un nouveau-né a été abandonné par une femme et retrouvé aux environs de 8 heures dans la matinée du 22 juillet 2025. C'était devant la mosquée située derrière le palais de la démocratie à Gassi. Après le constat des agents du commissariat de sécurité publique numéro 16 de Gassi, l'enfant a été conduit à l'hôpital de la mère et de l'enfant de N'Djamena. Chanel Allo nous fait le point avec le récit de Ariel Tayo. Une découverte bouleversante a eu lieu hier matin dans le 7e arrondissement de la capitale tchadienne. Un nourrisson de sexe masculin a été retrouvé abandonné près de la mosquée derrière le palais de la démocratie. Le bébé était enveloppé dans un tissu et déposé à même le sol sans aucune protection ni si permettant d'identifier ses parents. C'est un passant alerté par les pleurs de l'enfant qui a donné l'alerte. L'enfant a été aussitôt pris en charge et conduit au centre social de l'hôpital mère et l'enfant pour prendre ses premiers soins. Plusieurs interrogations taraudent l'esprit des citoyens sur la cause de l'abandon fréquent des nouveau-nés devenu comme un champ de reliement dans nos rues. Quelles sont les raisons qui poussent les mères à abandonner leur progéniture? Ces phénomènes est-il lié à la pauvreté, au manque de ressources ou l'incapacité de prendre soin de ces enfants? La stigmatisation sociale. Les femmes célibataires peuvent ou victimes de viols peuvent abandonner leurs enfants pour éviter la honte en outre. Il peut également évoquer le refus des responsables des hommes au terme de ces grossesses. Il est important de noter que ces raisons ne justifient pas l'abandon de ces enfants et que les hommes ont une responsabilité importante dans la prise en charge de leurs enfants. Une enquête a été ouverte afin de retrouver l'auteur de cet abandon. Les autorités appellent toute personne disposant des informations utiles à se rapprocher dans des services compétents. Merci Ariel. Toujours en société, de nos jours, bon nombre de personnes ont recours au conseil des personnes qui se disent influenceuses sur les réseaux sociaux pour consommer des produits dans la vie quotidienne sans connaître les risques qu'ils encourent. Hala Nathalie Krimba s'est intéressée à ce sujet. Voici son constat. La consommation de produits recommandés sur les réseaux sociaux par certains influenceurs ou coachs est devenue une tendance omniprésente dans notre société moderne. Avec l'essor de ces influenceurs et des plateformes de partage, les utilisateurs sont souvent exposés à une multitude de conseils sur divers produits, allant des produits cosmétiques aux compléments alimentaires, voire des produits pour maigrir, prendre du poids ou pour enfanter. Bien que cela puisse sembler inoffensif, cette dynamique présente des risques considérables pour la santé et le bien-être des consommateurs. L'une des principales préoccupations réside dans le manque des régulations concernant les produits encouragés sur les réseaux sociaux. Contrairement aux publicités traditionnelles où des normes strictes doivent être respectées, les recommandations faites par les influenceurs ne sont pas toujours soumises à un contrôle rigoureux. Cela signifie que certains produits peuvent être mis en avant sans preuve tangible de leur efficacité ou de leur sécurité. Les compléments alimentaires promettent des résultats rapides, peuvent contenir des ingrédients nocifs ou non testés, exposant ainsi les consommateurs à des risques pour leur santé. De plus, la confiance aveugle que les consommateurs accordent aux influenceurs peut augmenter ces dangers. Les personnes qui suivent ces figures publiques peuvent être tentées de croire que leurs expériences personnelles est représentative de l'efficacité d'un produit. Cependant, il est important de rappeler que les témoignages peuvent être biaisés. Les influenceurs sont souvent rémunérés pour promouvoir certains articles, ce qui peut les inciter à emballer leurs expériences ou à minimiser les effets secondaires potentiels. Cette situation crée un environnement où la désinformation peut prospérer, rendant difficile pour les consommateurs de distinguer le vrai du faux. La santé mentale des utilisateurs peut être affectée par cette culture de la consommation rapide et des comparaisons sociales. Les gens peuvent développer des complexes d'infériorité en voyant d'autres personnes promouvoir des produits qui semblent améliorer leur apparence ou leur bien-être. Cela peut conduire à une quête incessante des solutions miracles, souvent au détriment de leur santé physique et mentale. Les consommateurs sont interpellés à l'importance de faire leurs propres recherches avant d'adopter de nouveaux produits. Cela inclut la vérification des ingrédients, la recherche d'avis d'experts et la consultation des sources fiables. De plus,
plus, les plateformes de réseaux sociaux pourraient jouer un rôle actif en régulant les contenus sponsorisés et en exigeant davantage de transparence de la part des influenceurs concernant leur partenariat. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions avec l'avis d'un spécialiste. Merci de continuer de suivre cette édition. Au Tchad, l'eau crachant en public en pleine circulation est un problème courant, souvent lié à un manque d'éducation de base, sinon d'incivisme. Ce comportement est particulièrement visible dans les grandes villes comme N'Djamena et engendre un inconfort. Le sujet a inspiré Wunba Keaobe. Voici son constat. Le crachat en public est un phénomène fréquent au Tchad, que ce soit dans les rues, les bus et les lieux publics comme les marchés et les centres de santé. Ce comportement est souvent attribué à un manque d'éducation de base et de savoir-vivre. Il convient de mentionner que le crachat en public est considéré comme un acte incivique et insalubre, qui peut gêner autrui et potentiellement transmettre des maladies. La nécessité d'une meilleure éducation se pose donc pour changer les mentalités et réduire ce comportement. Circuler dans les rues de la capitale exige une grande attention, que l'on soit en véhicule ou à pied. Il est facile de recevoir en plein visage le crachat d'une personne. Nombreux sont ceux qui estiment que cet acte déplaise découle de l'incivisme de la population. Ce comportement peut non seulement être malsain, mais également perturber la conduite et causer des accidents. De tels comportements n'est pas acceptable dans la société. Que l'on soit sur une moto ou en voiture, il est essentiel de réfléchir aux conditions dans lesquelles on peut cracher en pleine circulation. On ne sait pas si ces personnes sont en bonne santé lorsqu'ils crachent dans les lieux publics ou en circulation. Celles qui crachent en pleine circulation semblent indifférentes aux autres. Cette attitude ne se limite pas seulement dans les rues de la capitale, mais se rencontre également dans les hôpitaux et certains bureaux. Le crachat peut parfois contenir des bactéries, ce qui peut être dangereux pour la santé. Selon un spécialiste de la santé, le crachat représente un problème récurrent dans nos milieux de vie avec de graves conséquences sur le plan sanitaire. Bien que le crachat en pleine circulation soit un besoin biologique qui ne peut parfois pas attendre, il est essentiel de se soucier davantage des autres. Cet acte incivique au Tchad représente un problème persistant, mais la prise de conscience et l'éducation constituent des pistes pour améliorer la situation dans la capitale. Autre volet de l'actualité, la palpitation désigne une perception inhabituelle ou accentuée, j'y arrive, des battements de cœur. Elle est fréquente chez les adolescentes. On fait le point avec Roselyne Diecourbois. Souvent perçue comme un symptôme inquiétant chez les adultes, la palpitation se manifeste régulièrement chez les adolescents selon nos sources. Pour mieux comprendre ces causes et définir une prise en charge adéquate, Dr Dungo Mouna Doni Nelson apporte des précisions. Palpitation, normalement, votre cœur bat, mais vous ne devez pas sentir que le cœur est en train de battre. Du moment où vous sentez déjà que votre cœur est en train de battre, plus fort que d'habitude, c'est ça la palpitation. Donc ça veut dire que c'est la sensation de battement du cœur par la personne. Les causes de palpitation peuvent être d'ordre psychologique ou liées au stress, souligne-t-il. Vous pouvez avoir des causes qui sont dues à des maladies, qui peuvent être psychologiques, mais dues au stress. Je vais commencer par peut-être le stress. Il y a des gens qui sont sujets au choc, par exemple émotionnel, dès qu'ils sont soumis à une petite pression, quelle que soit l'origine, ils vont commencer à développer ce qu'on appelle la palpitation. Il y a des gens qui vont jusqu'à perdre connaissance. Il est recommandé d'identifier les causes avant d'envisager une prise en charge. Maintenant, la prise en charge, ça dépend de la cause. Quand vous voulez traiter une pathologie, c'est toujours comme ça. Il faut voir qu'est-ce qui a causé ça. Si c'est d'origine pathologique, comme je disais, si c'est le potassium ou le magnésium, ça veut dire qu'il faut voir la régulation de ces magnésium ou de ces potassium. Si vous arrivez à stabiliser, ça veut dire qu'automatiquement, la palpitation va s'arrêter. Maintenant, si c'est dû au stress ou bien à un choc émotionnel quelconque, dès que le facteur de stress a disparu, la palpitation va disparaître.
Chez les adolescents, la palpitation est souvent bénigne et liée à la puberté ou au mode de vie. Toutefois, si elle devient fréquente, prolongée ou accompagnée des symptômes inquiétants, une consultation médicale s'impose. Entre-temps, le cholestérol est une substance grasse. Cependant, lorsqu'il y a excès, il peut s'accumuler dans les artères et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Quels sont les moyens à envisager pour prévenir le taux élevé de ce cholestérol dans l'organisme? Vunba Kiabe nous fait le point. Le cholestérol est un composant essentiel des membranes cellulaires et joue un rôle dans la production d'hormones, de vitamine D et de bile. Il peut former des plaques dans les artères entraînant une obstruction et augmentant le risque cardiovasculaire. Une alimentation riche en graisses saturées, le manque d'activité physique, le tabagisme combiné à d'autres facteurs peuvent être les principales causes du taux élevé de cholestérol pouvant mener à des maladies cardiovasculaires comme l'athérosclérose, les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et fibres, associée à une activité physique régulière et à l'arrêt du tabac peuvent aider à maintenir un taux de cholestérol sain. Il est recommandé de varier son alimentation. Cela permettra de maintenir le taux de cholestérol moyen dans l'organisme humain. Consultez un médecin pour la prescription des médicaments aux patients pour réduire le cholestérol LDL. Il est important d'aller dans un hôpital pour consulter un professionnel de santé pour évaluer le taux de cholestérol et discuter des mesures préventives pour les soins idoines afin d'avoir une santé parfaite. Lors de nos investigations, nous y reviendrons avec l'avis d'un spécialiste de santé pour plus de précisions. Au-delà de nos frontières, pour boucler cette édition, pour la première fois depuis le début du conflit armé en avril 2023, le chef de l'armée soudanaise et le premier ministre ont effectué une visite à Khartoum. Ce déplacement symbolique marque le lancement d'un nouveau chapitre pour le pays. Léna Mbigirayo, félicité, nous en dit un peu plus. C'est à bord d'un avion civil posé sur les pistes d'un aéroport lourdement endommagé, mais déjà en cours de réhabilitation, que le général Abdel Fattah al-Burhan est arrivé à Khartoum. Ce retour inédit depuis que les affrontements ont paralysé l'aéroport illustre une volonté forte, celle de reprendre la main sur un territoire clé. Pour le gouvernement, rétablir ce axe stratégique s'inscrit dans une vaste opération de reconstruction visant à réaffirmer la souveraineté de l'État. Selon une radio internationale, le général al-Burhan, qui préside aussi le Conseil souverain soudanais, a déclaré qu'il était temps d'entrer dans une nouvelle phase. Le nouveau gouvernement entend mettre l'accent sur la reconstruction sous la houlette d'un premier ministre, doté de vastes prérogatives, a-t-il souligné. Par ailleurs, le général a dénoncé ce qu'il considère comme un complot international et s'est dit convaincu de pouvoir vaincre la milice, en référence aux forces de soutien rapide. Sur place, les travaux sont déjà en cours. Le palais présidentiel, l'aéroport, plusieurs hôpitaux, des ministères, des ponts et des marchés sont en voie de réhabilitation. Les autorités multiplient les opérations de déminage pour éliminer les milliers d'engins explosifs encore actifs et relancer les services administratifs. Le gouvernement installé temporairement à Port-Soudan envisage, selon des sources officielles, un retour prochain vers la capitale. Chers téléspectateurs internautes de la chaîne citoyenne, auditeurs de la radio Electron FM, c'est avec cette page étrangère que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir et à demain.